Bonjour à tous, bienvenue pour ce numéro 25 de Jouer avec moi qui va être en accès totalement libre. Donc un petit cadeau de la part de Amour du Bridge. Donc en échange une petite page de pub. Donc pour les prochains départs, Cadiz, donc le sud de l'Andalousie au printemps, donc du 28 mars au 4 avril. Avec avion, sans avion, voilà, il y a des gens qui ont décidé d'y aller en voiture, pourquoi pas, ou même en train. Sinon, le rendez-vous habituel de début d'été cette année dans l'Ariège, donc du 26 juin au 3 juillet, et puis le golfe de la Bretèche. Alors, bon, on a eu un petit différend avec l'organisation de l'hôtel, mais ça s'est arrangé, donc j'ai réussi à renégocier les tarifs à la baisse, et vous avez donc encore une petite promo pour vous inscrire avant le 31 du mois de janvier. Voilà, donc du 23 au 30 mai. Et puis vous avez encore une petite promo, mais tardez pas trop parce qu'elle va bientôt se terminer. On vous offre la vue sur mer, donc à Cadiz, pour les inscriptions avant le 20 janvier. Voilà, donc il ne reste plus que quelques jours. Voilà. Alors, je vous propose donc de jouer cette donne-là. Vous avez ouvert d'un pic, hein, une belle main avec 6 piques As-Roi Dame 10, un As quatrième, un cingleton, donc une main très particulièrement élégante. Et votre adversaire de gauche est intervenu par 200 atouts bicolores mineurs. Votre partenaire a dit contre et l'adversaire a dit 3 carreaux. Alors ça a l'air de rien, mais c'est très important de convenir avec votre partenaire de comment vous jouez quand il y a une intervention bicolore. Donc il faut déjà gérer les deux cubides, savoir ce que veut dire l'un, ce que veut dire l'autre, donc le cubide à trois trèfles, le cubide à trois carreaux. Euh, Est-ce que la nomination de la dernière couleur, donc en l'occurrence trois cœurs, est une enchère forcing ou non forcing? Donc ça c'est très important. Alors de nos jours, tout le monde joue ça non forcing, hein, trois cœurs, et puis on va utiliser un des deux cubides pour dire je suis fort avec au moins 5 cartes à cœur. Moi je préfère prendre le cubide le plus économique, donc en l'occurrence 3 trèfles, pour gagner de la place quand on n'est pas fité. Et puis le deuxième cubide, donc qui serait 3 carreaux, en l'occurrence pour indiquer des mains fitées dans la couleur d'ouverture et qui sont trop fortes pour dire 3 piques ou 4 piques. Voilà. Mais il faut aussi s'entendre sur la signification du contre. Et ça, c'est pas évident du tout parce qu'il y a deux options, hein, il y a deux façons de jouer ce contre et qui sont pas contradictoires mais presque. Voilà. Donc la façon, je dirais, classique, qui était acceptée par la plupart des experts il y a une dizaine d'années, mettons, où tout le monde jouait comme ça, c'était dans un premier temps une recherche de compte punitif. Voilà. Donc ça montrait une majorité de points nets dans la ligne nord-sud, avec éventuellement donc une possibilité de contrer punitif les adversaires derrière. Et puis si on n'arrivait pas à les contrer punitifs, on s'engageait à jouer le contrat chez nous. Donc c'était quasiment forcing de manche si on les contre pas, sauf si c'était suivi du fit au palier de 3, de la couleur d'ouverture, ou auquel cas on pouvait éventuellement s'arrêter à 3 piques. Donc autrement dit, le compte dans cette façon de jouer classique, c'est soit on les contre, soit on joue la manche, soit éventuellement je suis fit et pique avec une main plutôt plate une onzaine de points, et à ce moment-là, on peut envisager de s'arrêter à 3 piques. Bon, si je dis 3 piques au tour d'après, qui sera donc un soutien non forcing. Mais dans tous les autres cas, on s'engage donc à jouer le coup chez nous ou à les contrer punitifs. De nos jours, il y a donc une autre option qui est arrivée depuis quelques années, qui consiste à jouer le compte plutôt tendance Spoutnik en fait, hein. C'est-à-dire, en gros, dans un premier temps, en tout cas, j'ai des cœurs, donc 4 ou 5 cœurs, dans une main pas forcément très forte, hein, qui peut être une main de 8, 10, 11 points. Euh, bon, c'est une autre option, mais ça change tout. C'est-à-dire que du coup, ça ne crée pas une situation forcing en nord-sud. Alors, je dois vous avouer que moi j'avais plutôt ma préférence pour l'option numéro 1, donc l'option classique, hein, standard qu'on joue depuis très longtemps. Mon partenaire actuel m'a demandé de jouer l'autre option, donc du coup plutôt tendance Spoutnik. Bon, bah écoutez, je vous dirai dans quelques années, parce que bon, comme ça se produit quand même pas tous les jours, c'est pas évident d'avoir un retour immédiat pour savoir quelle est la version la plus facile à jouer et la plus efficace. Euh,
Bon, moi j'avoue que j'aimais bien les comptes punitifs sur les interventions bicolores. Alors c'est vrai aussi quand on joue à un niveau sérieux, bon, normalement les adversaires s'envoient pas trop en l'air. Et donc les comptes punitifs sont un petit peu plus rares. Bon, à un niveau un petit peu moindre, franchement, c'est pas le cas, hein. La plupart des gens font des bicolores avec absolument n'importe quoi. Et donc du coup, il faut pouvoir les attraper quand ils tombent mal. Bon, donc, enfin voilà, donc c'est compliqué. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut en discuter avec votre partenaire, et puis ça change les développements. Parce que là, par exemple, dans une situation comme celle-là, si vous jouez la façon standard, le pass de l'ouvreur est forcing. C'est-à-dire qu'il peut passer en sachant que Nord s'est engagé à faire une enchère. Donc soit 3 piques non forcing, soit un compte punitif, soit tout le reste forcing. Bon. Donc, et où on s'engage à ce moment-là à jouer la manche. Par contre, si vous jouez le compte type Spoutnik, donc là, qui peut être une main de 8-9 points avec 4 ou 5 cartes à cœur, à ce moment-là, le joueur Nord ne s'engage absolument pas à reparler, et du coup, ça impose évidemment à ce que l'ouvreur se manifeste quand il a une main forte, puisque il n'est pas sûr de retrouver la parole, hein. Bon, donc forcément, c'est important que vous en discutiez avec votre partenaire, parce que ça change complètement les développements derrière et la façon de réagir de l'ouvreur. Bon, alors là, en l'occurrence, quand vous avez une main comme celle-là, de toute façon, vous n'avez pas du tout envie de jouer 3 carreaux contrés, hein, avec vos 6 piques à 3 dames, bon, rouge contre vert en plus, vous avez envie donc de jouer un contrat a priori à pique chez vous, mais là encore, la façon de jouer le contre change votre enchère. Parce que si le contre n'est pas forcément très fort, donc tendance Spoutnik, vous ne pouvez pas vous contenter de dire que 3 piques avec cette main-là, parce qu'il y aurait un danger que votre partenaire passe. Bon. Or, vous avez quand même une très belle main, vous n'avez pas envie, dès qu'il a au moins 8-9 points, 10 points, vous avez quand même envie de jouer la manche. Bon. Donc du coup, ça vous oblige à ce moment-là à dire 4 piques, vous-même. Bon. Ce qui évidemment ne va pas faciliter la découverte éventuelle d'un chelem si par hasard votre partenaire a plein de jeux. Bon. Si vous jouez le contre standard, entre guillemets, enfin disons à l'ancienne, là à ce moment-là, la situation est forcing, et si vous dites 3 piques, normalement il n'a pas le droit de passer, hein. Bon. Donc, parce que soit il était fité avec 11 points, mais soit il ira 4 piques, soit il était fort, et donc, dans tous les cas, il ne passera jamais sur 3 piques. Bon, donc vous voyez que c'est important d'en avoir parlé avec votre partenaire, parce que c'est quand même malgré tout des situations relativement fréquentes. Bon, alors, en l'occurrence, si on joue le contre à l'ancienne, vous pouvez vous contenter de dire seulement 3 piques, sinon il faudrait en dire 4. Bon. En l'occurrence, tous les chemins mènent à Rome, et votre partenaire, de toute façon, vous dit 4 piques. Alors, maintenant, on va passer donc au jeu de la carte, et vous avez remarqué en haut à gauche une petite écusson TPP, donc qui veut dire que vous jouez en tournoi par paire. Bien. Donc là, votre objectif n'est pas de gagner 4 piques. D'ailleurs, vous allez voir rapidement que vous avez au moins 10 levées de tête, hein, 6 piques, As-Roi de cœur et As de carreau et As de trèfle, ça fait 10, et que donc votre objectif c'est de faire un maximum de levées. Bon, alors, on vous entame du Roi de trèfle, vous mettez un petit du mort, celui de droite met un petit trèfle, et la première question qu'il faut que vous vous posiez, c'est est-ce que vous prenez ou est-ce que vous prenez pas? Voilà. Très souvent, quand on vous entame dans une couleur, vous avez l'as en face de 2 ou 3 petites cartes. Souvent, c'est plutôt une bonne idée de ne pas prendre pour aérer un petit peu vos communications, etc., etc. Donc là, première question que je vous pose, c'est est-ce que vous prenez ce trèfle ou est-ce que vous prenez pas? Alors, comme d'habitude, vous pouvez appuyer sur la touche pause pour avoir le temps de réfléchir avant d'avoir ma réponse. Et donc là, ma réponse, elle est claire, il faut évidemment prendre le roi de trèfle de l'as. Alors, la première raison, c'est que l'entame du roi de trèfle, quand vous avez As, 10, 9, 8, 7 dans la couleur, vous assure 2 levées dans la couleur, en fait, quand vous prenez du roi de trèfle. Parce qu'après, vous pouvez facilement affranchir une deuxième levée de trèfle en faisant tomber naturellement le valet et la dame de trèfle de l'adversaire. Donc, aucune raison de ne pas prendre. Et puis en plus, évidemment, il y a un inconvénient quand même très net à ne pas prendre, c'est que l'adversaire risquerait de faire la deuxième levée. C'est-à-dire roi de trèfle, petit, 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 et trèfle coupé. Bon. Or, en prenant de l'as de trèfle, vous êtes sûr de faire au minimum 11 levées, donc votre objectif, à la limite, c'est d'en faire 12, et évidemment, si vous perdez les 2 premières, vous risquez pas d'en faire 12. Hein, bon. Donc, vous allez, bien entendu, prendre le roi de trèfle de l'as. Bon, je vous propose d'aller voir ce qui se passe du côté des atouts, vous tirez As-Roi Dame, puisque les atouts sont partagés 3-1. Bon, donc avec 3 atouts à votre droite. Vous notez donc que votre adversaire de gauche était singleton pique, et qu'il a défaussé un petit trèfle et un petit carreau. Vous allez voir, c'est très important de compter,
de compter ce qu'il fait et de regarder ce qu'il défausse. Bon. Alors, à ce stade-là, vous pouvez tabler pour 11 levées. Voilà, c'est-à-dire que vous rejouez trèfle, vous lui donnez dame valet de trèfle, et on n'en parle plus. Ok? Bon. Bon, ça a le mérite d'être simple et de nous laisser du temps pour jouer la donne suivante, mais vous risquez pas tellement de prendre un top sur cette donne-là, parce que, bon, le contrat de 4 piques est banal, l'entame du roi de trèfle dans le roi dame valet est banal aussi, donc je veux dire, vous n'avez pas fait un exploit en faisant les 11 levées. Bien. Alors, on va donc essayer de faire mieux. Alors, on va regarder les carreaux. Alors, à carreau, vous avez une possibilité d'impasse et une possibilité d'expasse. Donc, l'impasse, c'est petit carreau pour le valet. L'expasse, c'est petit carreau pour l'as et dame de carreau laissé filer. Bien. Alors là encore, vous allez bien réfléchir et vous allez me dire ce que vous pensez de l'impasse et ce que vous pensez de l'expasse. Est-ce que c'est quelque chose, une des deux manœuvres, susceptible donc d'améliorer votre sort et de vous permettre de faire mieux que les 11 levées que vous pouvez tabler maintenant en disant je donne 2 trèfles. Bien. Alors, l'impasse à carreau, c'est une impasse totalement inutile. Voilà. Puisque si vous jouez carreau pour le valet, il est probable que vous allez faire la levée. Hein. Le roi de carreau est quand même très probablement à votre gauche. Hein. Bon. Mais si vous jouez contre un terroriste, bon, on peut quand même imaginer qu'il a le roi de carreau. Bien. Mais c'est une impasse totalement inutile, puisque sur l'as de carreau, vous aurez que votre 7 de trèfle à défausser, et vous resterez toujours avec vos 2 trèfles perdants. Donc, c'est une impasse, comme vous pouvez la faire qu'une fois, qui ne vous sert strictement à rien. Bon. Donc, on oublie l'impasse à carreau. L'expasse à carreau, c'est encore pire. Parce que là, si vous jouez carreau pour l'as, c'est dame de carreau laissé filer en défaussant un trèfle, vous allez donner le roi de carreau à votre adversaire de gauche et il pourra encaisser ses 2 trèfles. Et résultat, vous ne ferez plus que 10 levées, alors que vous aviez 11 levées, toutes bêtes et naturelles, à encaisser. Bon, donc, l'expasse à carreau, très 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 mauvaise idée. L'impasse à carreau, mauvaise idée, puisqu'il n'amène rien. Bon, alors, est-ce que vous voyez comment on pourrait faire pour améliorer les choses et pour arriver à faire 12 levées, ce qui semble un petit peu de la magie quand même, hein, parce que pour l'instant on voit pas trop. Bien, alors je vous laisse réfléchir un petit peu, vous appuyez sur pause, vous essayez de vous poser la question, et puis après on va pouvoir avancer. Alors la première chose à vérifier, c'est la distribution exacte de Ouest. Vérifiez qu'il est bien 5-5 et pas 6-5, parce que sinon ça pourrait modifier votre compte de main. Donc pour ça, vous allez tout simplement jouer les cœurs pour voir. Donc vous jouez cœur pour le roi, l'as de cœur, vous voyez votre adversaire fourni, et cœur que vous coupez. Voilà. Et là, vous vous apercevez donc qu'il avait bien 2 cartes à cœur au départ, on lui connaît une carte à pique, donc maintenant c'est sûr, il était bien 5-5, hein, il nous a pas fait d'entourloupe. Bien. Et vous remarquez que votre adversaire défausse un 2e carreau. Ok? Bien. Alors maintenant, regardez, on va le soumettre à un terrible chantage. C'est-à-dire que l'impasse à carreau est inutile puisqu'elle vous amène que 2 levées de carreau. Mais ça c'est vrai tant que Ouest possède 3 cartes à carreau. D'accord? S'il en avait plus que 2, alors là par contre l'impasse à carreau deviendrait utile parce que carreau la dame, l'as de carreau, le roi tombe et le valet est bon. Et là du coup vous faites 3 levées de carreau, ce qui vous permet de défausser 2 de vos trèfles. Et donc du coup de faire 12 levées. Alors, on est à 6 cartes de la fin. Donc à ce stade-là, il reste à votre adversaire, qui a déjà défaussé 2 carreaux, il lui reste 3 carreaux et 3 trèfles. Ouais. Donc, le roi de carreau 3e et dame valet de trèfle 3e. Ouais. Donc, vous encaissez votre avant-dernier atout. Donc là, pour l'instant, facile, il va jeter son petit trèfle. Vous jetez le cœur du mort, qui ne sert strictement à rien, et on se retrouve donc à 5 cartes de la fin. Et là, votre adversaire, vous connaissez exactement sa main, il lui reste le roi de carreau 3e et dame valet de trèfle sec. Ouais. Et vous encaissez... Pardon. Vous encaissez votre dernier atout. J'ai oublié de couper mon téléphone. Voilà. Donc vous encaissez votre dernier atout. Ouais. Et, alors, oh là là, mon Dieu, mais quelle horreur, c'est très dangereux. Mais non, pas du tout, parce que regardez ce qui se passe. Votre adversaire de gauche, si il jette un carreau, donc du coup, ça veut dire qu'il n'a plus que le roi de carreau second. Il en a déjà jeté 2. Donc vous jetez le trèfle du mort, vous jouez carreau l'impasse, bon, aucun risque qu'elle rate normalement, hein. Bon, voilà. Et maintenant, l'as de carreau, du coup le roi est second, donc il va tomber, et vous avez la dame de carreau qui est bonne, 12 levées, merci bien. Bon, donc je reviens en arrière, au moment où je tire mon dernier atout. Et là vous voyez que l'adversaire donc ne peut pas jeter un carreau, parce que si jette un carreau, vous faites 3 levées de carreau et 12 levées. Donc il est obligé de jeter un de ces 2 trèfles. Ouais.
le valet. Donc du coup, il n'a plus que la dame. Donc il va lui rester, on est à 4 cartes de la fin, la dame de trèfle maîtresse et le roi de carreau troisième. Bien. Alors là, à ce stade-là, vous avez deux façons de faire 12 levées, qui sont tout aussi efficaces l'une que l'autre, simplement il y en a une qui est plus jolie. Bien. Alors, la façon naturelle, vous jetez le valet de carreau du mort et vous jouez trèfle. Sa dame va tomber, d'accord, il n'a plus qu'un seul trèfle, et maintenant, il n'a plus que des carreaux, donc il va jouer carreau, à la limite vous mettez l'as, vous n'avez même plus besoin de faire l'impasse, c'est rien, puisque vous avez vos deux trèfles maîtres dans la main. Le 10 et le 8 sont maîtres tous les deux. Évidemment, vous jouez le 9 prix du 10 pour pouvoir encaisser votre 8 de trèfle. D'accord? Et là, vous avez fait 12 levées, vraiment sans le moindre risque. Bon, ça c'était la première solution. Et l'autre solution, elle est tout aussi efficace, et elle marche tout aussi bien, mais elle est plus jolie. Voilà, c'est-à-dire que vous avez la note artistique supplémentaire, vous avez une petite prime de note artistique, bien, qui ne va pas se concrétiser dans votre score, parce que vous ferez le même pourcentage que si vous jouez comme on vient de le voir, mais c'est plus rigolo. Vous faites ce qu'on appelle un squeeze tremplin. Donc il jette le valet de trèfle, vous jetez le trèfle du mort, cette fois-ci, au lieu de jeter le valet de carreau, vous faites l'impasse à carreau, et vous jouez trèfle. Donc il n'a plus qu'un seul trèfle qui est la dame, et là maintenant il va être obligé de vous servir de tremplin, ça s'appelle comme ça, pour le mort, puisqu'il n'a plus que le roi de carreau second, et donc il va être obligé de rejouer carreau sous son roi, ce qui va vous permettre de refaire une deuxième impasse. Bon. Alors, ça fait pas plus de levées que quand on a joué trèfle pour affranchir les trèfles, naturellement, mais c'est plus joli. Voilà, c'est bon. Et ne négligeons pas le côté artistique du bridge, c'est quand même quelque chose d'important. Puis ça fait quand même mieux quand vous allez raconter à vos copains à la fin du tournoi que vous avez fait un squeeze tremplin. Bon, c'est plus rigolo que de vous dire j'ai affranchi mes trèfles. Voilà, bon. C'est plus amusant. Alors, petite remarque pour terminer donc, cette donne, voilà, comment on prend des vrais tops en tournoi par paire, parce qu'inutile de vous dire que 11 levées c'est un coup banal, mais 12 levées, vous allez prendre une bonne note. Et vous remarquez une fois de plus que ce sont les enchères adverses qui vous ont permis de jouer comme ça. Alors là, est-ce qu'on peut reprocher à West d'être intervenu à 200 atouts avec cette main-là ? Bon, il est vert contre rouge, il a deux couleurs à peu près présentables, il a rien en dehors, il a donc tous ses points concentrés dans les longues. Franchement, est-ce qu'on peut lui jeter la pierre ? Non. Je pense que la plupart des bons joueurs de bridge vont intervenir à 200 atouts avec ce jeu-là, en espérant trouver une bonne défense à 5 trèfles ou 5 carreaux contre 4 cœurs ou 4 piques. Si on n'était pas vert contre rouge, franchement, moi je trouverais ça extrêmement douteux. Bon. Rouge contre vert, on n'en parlerait même pas, là, ça serait carrément du délire. Bon, mais vert contre rouge, est-ce qu'on peut lui reprocher ? Je crois pas trop. Mais vous voyez quand même à quel point cette intervention s'est révélée néfaste pour lui, puisqu'elle vous a permis de jouer le coup avec les 4 jeux sous les yeux, en fait. Vous voyez, bon. Et c'est ça les choses auxquelles les gens ne pensent pas. C'est que toutes ces interventions, bon, même si celle-là est assez normale, mais imaginons qu'on soit rouge-rouge, par exemple, elle serait quand même beaucoup plus douteuse. Vulnérable contre vulnérable, franchement, intervenir à 200 atouts avec une main comme celle-là, c'est vraiment pas du tout ma tasse de thé. Bon. Voilà. Et pourquoi ? Justement à cause de ça. C'est que quand on joue le coup, après, à la carte, on a mis son jeu sur la table. On a montré son jeu à l'adversaire. Ouais. Et ça lui permet de faire des coups de cartes comme ça, qui sont des coups évidemment totalement introuvables. Si ça se passe un pique-passe, je reviens en arrière, un pique-passe où vous arrivez à 4 piques avec ces deux jeux, vous n'avez évidemment aucune raison de jouer comme on vient de le voir, et sur l'entame du roi de trèfle, vous allez prendre et réclamer 11 levées en pensant à autre chose, sans avoir l'imagination d'aller inventer un coup pareil. Bon. Chose qui n'est possible que parce que votre adversaire est intervenu à 200 atouts. Donc méfiez-vous, la plupart des joueurs sont beaucoup trop bavards, et en particulier pour les interventions bicolores. Voilà, parce que quand on fait une intervention bicolore et qu'on ne finit pas par jouer le coup, c'est une catastrophe. Voilà, parce qu'on a montré son jeu à l'adversaire. Il paraît que Jean-Marc Roudinesco, quand il était vivant, la légende veut qu'il faisait une petite prière avant chaque tournoi par paire, et que cette petite prière, c'était « Mon Dieu, donnez-leur des bicolores ». Voilà, parce que justement, il savait très bien, même à l'époque, que les gens résistent pas aux interventions bicolores, font des interventions avec n'importe quoi, et du coup, après, évidemment, pour jouer le jeu de la carte, quand on sait en profiter, c'est un véritable régal. Voilà. Bon, donc là, même si sous cette donne, on ne peut pas jeter des pierres à West, vert contre rouge, d'être intervenu à 200 atouts, il faut quand même comprendre que c'est pas anodin, ces interventions bicolores, et que, voilà, quand vous ne jouez pas le coup à la fin, c'est une véritable catastrophe. Voilà, bon.
Eh bien écoutez, merci de votre attention. Je vous remets la petite page de pub pour finir. N'hésitez pas à venir nous voir et à partir avec nous. Vous allez voir l'Andalousie au printemps, c'est magnifique. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.